Pouvez-vous mettre un like, vous abonner à la chaîne et profiter de cette histoire. Laissez le monde extérieur s'éloigner doucement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par le récit d'un homme qui a osé regarder le ciel différemment. Il était une fois un homme qui a regardé vers les étoiles et a vu ce que personne n'avait jamais vu auparavant. Non pas parce que les étoiles avaient changé, mais parce qu'il avait changé la façon de les regarder. Cet homme s'appelait Galileo Galilei, et son histoire est celle d'une révolution silencieuse, d'une transformation si profonde qu'elle continue de résonner à travers les siècles. C'est l'histoire d'un esprit curieux, confronté à un monde qui préférait la certitude au doute, la tradition à l'innovation. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'univers soit remis en question. Imaginez que le sol sous vos pieds, si stable et immobile, soit en réalité en mouvement constant, tournant à une vitesse vertigineuse autour d'un soleil brûlant. Imaginez que les étoiles que vous contemplez chaque nuit ne soient pas de simples points lumineux accrochés à une voûte céleste, mais des mondes à part entière, infinis et insondables. C'est exactement ce défi que Galilée a lancé à ses contemporains au début du XVIIe siècle. Et pour cela, il a payé un prix que peu d'entre nous peuvent imaginer. Qui était vraiment cet homme, dont le nom est devenu synonyme de courage scientifique et de résistance face à l'autorité? Était-il un héros solitaire luttant contre l'obscurantisme, ou un personnage bien plus complexe, naviguant entre ambition personnelle et quête de vérité? Pourquoi son télescope, un simple tube avec quelques lentilles, a-t-il provoqué une telle tempête? Et surtout, pourquoi son histoire continue-t-elle de nous fasciner, de nous interroger, de nous rappeler que la vérité n'est jamais un chemin facile? Cette nuit, nous allons retracer le parcours complet de Galileo Galilei, depuis sa naissance dans une Italie fragmentée jusqu'à ses derniers jours sous surveillance, aveugle mais toujours lucide. Nous allons explorer non seulement ses découvertes scientifiques, mais aussi les forces politiques, religieuses et personnelles qui ont façonné son destin. Nous allons comprendre pourquoi un homme qui voulait simplement observer la nature est devenu l'un des symboles les plus puissants de la liberté intellectuelle. Avant de plonger dans l'histoire de Galilée, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Un monde où le ciel et la terre obéissaient à des lois différentes, où la science était encore l'ancia theologia, la servante de la théologie, où remettre en question l'ordre cosmique revenait à remettre en question l'ordre divin lui-même. C'était un monde de certitudes héritées, de manuscrits antiques vénérés comme des textes sacrés, de hiérarchies immuables. L'Europe de la fin du XVIe siècle était un patchwork de royaumes, de principautés et de républiques, tous liés par une même foi catholique, mais divisés par des ambitions territoriales et des rivalités dynastiques. L'Italie, berceau de la Renaissance, n'existait pas encore en tant que nation unifiée. Elle était une mosaïque d'États indépendants. Le duché de Toscane, la République de Venise, les États pontificaux, le royaume de Naples, chacun avec sa propre cour, ses propres lois, ses propres traditions. Florence, Milan, Rome, Venise, ces villes brillaient de 1000 feux artistiques et intellectuels. Mais elles étaient aussi des arènes politiques où les Médicis, les Borgia, les papes et les empereurs jouaient leur partie dans une danse complexe de pouvoir. Dans ce monde, la connaissance était encore largement contrôlée par l'Église catholique. Les universités, fondées au Moyen Âge, enseignaient, selon la méthode scolastique, un système philosophique élaboré qui cherchait à réconcilier la foi chrétienne avec la raison aristotélicienne. Aristote, le philosophe grec qui avait vécu plus de 1800 ans auparavant, était considéré comme l'autorité suprême en matière de physique, de biologie et de cosmologie. Ses écrits, traduits et commentés par des générations de théologiens et de philosophes, formaient la base de l'enseignement académique. Selon la vision aristotélicienne du cosmos, l'univers était divisé en deux régions fondamentalement différentes. La région sublunaire, celle qui s'étendait de la Terre jusqu'à la Lune, était le domaine du changement, de la corruption, de la naissance et de la mort. Les quatre éléments, terre, eau, air et feu, se mélangeaient et se transformaient constamment dans cette sphère imparfaite.
Au-delà de la Lune commençait la région supralunaire, le domaine des cieux, composé d'une cinquième substance incorruptible appelée éther ou quintessence. Les planètes et les étoiles étaient enchâssées dans des sphères cristallines concentriques qui tournaient autour de la Terre immobile au centre de l'univers. Cette vision géocentrique avait été perfectionnée par Ptolémée, un astronome grec du IIe siècle, qui avait développé un système mathématique complexe d'épicycles et de déférents pour expliquer les mouvements apparemment irréguliers des planètes. Pendant près de 1400 ans, le système ptoléméen avait régné sans partage dans les écoles et les universités. Il correspondait parfaitement à l'intuition commune. Après tout, personne ne sentait la terre bouger sous ses pieds. Et il s'harmonisait avec les Écritures saintes qui parlèrent de Josué arrêtant le soleil et non la terre. Mais vers le milieu du XVIe siècle, un chanoine polonais nommé Nicolas Copernic avait osé proposer une alternative révolutionnaire. Dans son ouvrage De Revolutionibus Orbium Coelestium, publié en 1543, l'année même de sa mort, Copernic avait suggéré que ce n'était pas la Terre, mais le Soleil qui se trouvait au centre de l'univers. La Terre n'était qu'une planète parmi d'autres, tournant sur elle-même en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours. Cette idée héliocentrique simplifiait considérablement les calculs astronomiques et éliminait de nombreuses complications du système ptoléméen. Pourtant, la théorie copernicienne n'avait pas immédiatement bouleversé le monde savant. Au contraire, elle avait été largement ignorée ou considérée comme une simple curiosité mathématique. Un artifice de calcul pratique, mais pas nécessairement une description de la réalité physique. Les objections contre le mouvement de la Terre semblaient écrasantes. Si la Terre tournait vraiment, pourquoi ne sentions-nous pas un vent perpétuel soufflant d'est en ouest? Pourquoi les oiseaux n'étaient-ils pas laissés en arrière lorsqu'ils volaient? Pourquoi une pierre lancée verticalement retombait-elle au même endroit plutôt que plusieurs mètres plus loin? Ces questions apparemment simples n'avaient pas de réponse satisfaisante dans le cadre de la physique aristotélicienne. De plus, l'Église catholique, engagée dans une lutte existentielle contre la réforme protestante, se montrait de plus en plus méfiante envers toute idée qui semblait contredire l'interprétation littérale des Écritures. Le Concile de Trente, qui s'était réuni par intermittence entre 1545 et 1563, avait réaffirmé l'autorité exclusive de l'Église en matière d'interprétation biblique. Dans ce contexte de contre-réforme, la prudence théologique était de mise. C'est dans ce monde, à la fois éblouissant et contraignant, que Galileo Galilei est né le 15 février 1564 dans la ville de Pise, alors partie du Grand-Duché de Toscane. Son père, Vincenzo Galilei, était un musicien et théoricien de la musique respecté, un homme aux idées novatrices qui n'hésitait pas à remettre en question les autorités établies dans son domaine. Sa mère, Giulia Amanati, appartenait à une famille de marchands. Galiléo était l'aîné de 6 enfants, et dès son plus jeune âge, il montra une curiosité insatiable et un talent exceptionnel pour les mathématiques et la mécanique. La famille Galilei n'était pas riche, mais elle faisait partie de la petite noblesse florentine et accordait une grande importance à l'éducation. Vincenzo, lui-même un rebelle intellectuel, avait révolutionné la théorie musicale en démontrant expérimentalement que les consonances harmoniques dépendaient des rapports de fréquence et non des rapports numériques pythagoriciens comme on le croyait, depuis l'Antiquité. Cette approche empirique, fondée sur l'observation et l'expérimentation plutôt que sur l'autorité des textes anciens, allait profondément influencer son fils aîné. Galiléo passa ses premières années à Pise, une ville qui avait connu des jours plus glorieux. Autrefois, république maritime puissante rivalisant avec Gênes et Venise, Pise était tombée sous la domination florentine au XVe siècle. Mais elle conservait son université prestigieuse, fondée en 1343, et sa célèbre tour penchée, déjà inclinée depuis le XIIe siècle, témoignait de l'ambition architecturale de son passé. Vers 1574, la famille déménagea à Florence, capitale du Grand-Duché de Toscane et cœur battant de la Renaissance italienne.
Florence était alors gouvernée par François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, membre de cette extraordinaire dynastie qui avait transformé une banque familiale en un empire culturel et politique. Les Médicis avaient été les mécènes de Michel-Ange, de Léonard de Vinci, de Botticelli, et ils continuaient de soutenir les arts et les sciences. Le jeune Galiléo fréquenta d'abord le monastère de Vallombrosa, où il reçut une éducation classique basée sur le latin, la logique et la rhétorique. Il envisagea même brièvement de devenir moine. Mais son père, pragmatique et soucieux de l'avenir financier de son fils, le retira du monastère. Vincenzo voulait que Galiléo devienne médecin, une profession respectée et lucrative. En 1581, à l'âge de 17 ans, Galiléo s'inscrivit donc à l'université de Pise pour étudier la médecine. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Galiléo trouva les études médicales ennuyeuses et dogmatiques. Les professeurs se contentèrent de réciter Galien et Hippocrate, les autorités médicales antiques, sans jamais remettre en question leurs enseignements ni procéder à des observations indépendantes. Ce qui fascinait vraiment le jeune étudiant, c'était les mathématiques et la géométrie. Discipline considérée comme moins prestigieuse, mais infiniment plus satisfaisante pour un esprit rigoureux. L'événement qui changea la trajectoire de sa vie se produisit en 1583, lorsqu'il assista par hasard à une conférence du mathématicien de la cour toscane, Ostilio Ricci, un élève de Niccolò Tartaglia. Ricci enseignait les mathématiques aux pages de la cour médicéenne et donnait occasionnellement des leçons publiques. Galiléo fut immédiatement captivé par l'élégance et la rigueur des démonstrations mathématiques si différentes des arguties verbales de la scolastique. Il commença à étudier Euclide et Archimède en secret sans en informer son père. Archimède, en particulier, devint son héros intellectuel. Le grand savant de Syracuse avait démontré comment les mathématiques pouvaient s'appliquer au monde physique, comment la géométrie pouvait révéler les lois de la mécanique et de l'hydrostatique. Galiléo fut ébloui par la méthode archimédienne qui combinait raisonnement abstrait et observation concrète, théorie et expérience. Finalement, Vincenzo découvrit la passion cachée de son fils, et bien que déçu, il accepta de le laisser abandonner la médecine pour se consacrer aux mathématiques. C'était un choix risqué sur le plan financier, car les postes de mathématiciens étaient rares et mal payés comparés à ceux de médecins ou de juristes. Mais Vincenzo reconnut le talent exceptionnel de Galiléo et décida de le soutenir. Galiléo quitta l'université de Pise en 1585 sans avoir obtenu de diplôme. Il retourna à Florence, où il donna des leçons privées de mathématiques et poursuivit ses études de manière autodidacte. Ces années furent cruciales pour son développement intellectuel. Il approfondit sa connaissance d'Archimède et commença à réfléchir aux problèmes fondamentaux de la mécanique, le mouvement, l'équilibre, la chute des corps. C'est durant cette période qu'il rédigea son premier travail scientifique significatif. Un petit essai intitulé « La bilancetta, la petite balance », dans lequel il décrivait une méthode ingénieuse pour déterminer la densité des corps en utilisant le principe d'Archimède. Cette invention lui valut une certaine reconnaissance dans les cercles savants italiens et établit sa réputation de jeune mathématicien prometteur. En 1589, grâce à l'appui du marquis Guidobaldo del Monte, un aristocrate cultivé et mathématicien amateur, Galiléo obtint son premier poste académique officiel comme professeur de mathématiques à l'université de Pise. Il avait 25 ans. Le salaire était modeste, 60 florins par an, une somme dérisoire comparée aux centaines de florins que touchèrent les professeurs de médecine ou de philosophie, mais c'était un début. De retour à Pise, Galiléo se retrouva dans un environnement académique dominé par l'aristotélisme le plus rigide. Ses collègues philosophes, vêtus de leur toge professorale, enseignaient la physique d'Aristote comme une vérité révélée, incontestable et définitive. Galiléo, jeune, arrogant et convaincu de la supériorité de la méthode mathématique, ne tarda pas à entrer en conflit avec eux. Il commença à remettre publiquement en question certains aspects de la physique aristotélicienne, en particulier la théorie de la chute des corps. Selon Aristote, les corps lourds tombaient
plus vite que les corps légers proportionnellement à leur poids. Une pierre de 10 kg devait donc tomber 10 fois plus vite qu'une pierre d'1 kg. Cette affirmation semblait logique et correspondait à une certaine intuition. Après tout, une plume tombe plus lentement qu'une pierre. Mais Galiléo soupçonnait qu'Aristote se trompait. La légende raconte qu'il aurait effectué une expérience spectaculaire depuis le sommet de la tour de Pise, lâchant simultanément 2 boulets de canon de masses différentes pour démontrer qu'il touchait le sol en même temps. Cette anecdote, bien que dramatique, est probablement apocryphe. Elle fut rapportée pour la première fois par Vincenzo Viviani, le dernier élève de Galiléo, dans une biographie rédigée de nombreuses années après la mort du maître. Il n'existe aucune mention de cette expérience dans les écrits de Galiléo lui-même, ni dans les documents contemporains. Néanmoins, il est certain que Galiléo réfléchissait intensément au problème de la chute des corps durant ces années pisanes. Il réalisa probablement des expériences avec des plans inclinés, faisant rouler des billes sur des surfaces doucement inclinées pour ralentir le mouvement et le rendre mesurable. Ces expériences l'amenèrent progressivement à formuler une loi révolutionnaire. En l'absence de résistance de l'air, tous les corps tombent avec la même accélération, indépendamment de leur masse. Cette découverte s'appelle l'un des piliers de la physique aristotélicienne. Elle impliquait que le mouvement naturel des corps ne dépendait pas de leur essence ou de leur nature, comme l'enseignait Aristote, mais obéissait à des lois mathématiques universelles. C'était une intuition profondément révolutionnaire qui ouvrait la voie à une physique entièrement nouvelle. Mais Galiléo ne se contentait pas de critiquer Aristote en privé ou dans ses cours. Il rédigea également un manuscrit polémique intitulé « De motu » sur le mouvement, dans lequel il attaquait frontalement la théorie aristotélicienne du mouvement. Ce texte, qu'il ne publia jamais de son vivant, circula néanmoins sous forme manuscrite et lui valut l'hostilité de nombreux collègues aristotéliciens. Sa position à Pise devint de plus en plus inconfortable. Jeune, provocateur, relativement pauvre et sans soutien puissant au sein de l'université, Galiléo se fit de nombreux ennemis parmi les professeurs établis. De plus, son père Vincenzo mourut en 1591, laissant Galiléo avec la responsabilité financière de sa mère, de ses frères et sœurs et des dettes familiales. Le maigre salaire de Pise ne suffisait plus. Heureusement, sa réputation de mathématicien et de mécanicien ingénieux s'était étendue au-delà de la Toscane. En 1592, il obtint la chaire de mathématiques à l'université de Padoue, dans la République de Venise. Le salaire était nettement meilleur, 180 florins par an, et surtout, Padoue offrait un environnement intellectuel bien plus libéral que Pise. La République de Venise, fière de son indépendance vis-à-vis du pouvoir papal, accordait une liberté académique bien plus grande que les États soumis à Rome. Les 18 années que Galiléo passa à Padoue, de 1592 à 1610, furent les plus heureuses et les plus productives de sa vie. Il le dira lui-même plus tard, ce furent les 18 meilleures années de toute son existence. À Padoue, il s'épanouit pleinement, tant sur le plan personnel que professionnel. Il donna des cours publics de mathématiques, de géométrie, d'astronomie et de fortification qui attiraient des étudiants de toute l'Europe. Sa réputation de pédagogue brillant et charismatique se répandit rapidement. Il complétait son salaire universitaire en donnant des leçons privées à de riches patriciens vénitiens et à des nobles étrangers de passage. Il fabriquait et vendait également des instruments scientifiques de sa propre invention, compas de proportion, thermoscopes et autres dispositifs ingénieux qui trouvaient des acheteurs parmi les ingénieurs militaires, les navigateurs et les savants. Sur le plan personnel, Galiléo établit une relation avec une jeune Vénitienne nommée Marina Gamba. Ils ne se marièrent jamais. Peut-être parce que Galiléo jugeait le mariage incompatible avec sa carrière académique, ou peut-être en raison des différences de classe sociale. Mais leur union fut durable et affectueuse. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 2 filles, Virginia née en 1600 et Livia née en 1601, et un fils, Vincenzo, né en 1606.
Durant ses années padoines, Galiléo poursuivit ses recherches sur le mouvement. Il perfectionna ses expériences avec les plans inclinés, développant une théorie mathématique précise de l'accélération uniforme. Il découvrit que la distance parcourue par un corps en chute libre est proportionnelle au carré du temps écoulé. Une loi fondamentale qui allait devenir l'un des piliers de la physique classique. Il étudia également le mouvement des projectiles, démontrant que leur trajectoire était une parabole, combinaison d'un mouvement horizontal uniforme et d'un mouvement vertical uniformément accéléré. Ces découvertes représentaient une rupture radicale avec la physique aristotélicienne. Elles montraient qu'il était possible de décrire mathématiquement le mouvement des corps terrestres. Ces phénomènes que la tradition considérait comme trop changeants et trop irréguliers pour être soumis aux mathématiques. Galiléo démontrait que le livre de la nature était écrit en langage mathématique, comme il le formulera plus tard dans une célèbre métaphore. Mais c'est un événement cosmique survenu en 1604 qui allait véritablement transformer la trajectoire de sa vie et de la science moderne. Cette année-là, une nouvelle étoile apparut soudainement dans le ciel, brillant d'un éclat extraordinaire, visible même en plein jour. Les astronomes l'observèrent avec stupéfaction pendant plusieurs mois avant qu'elle ne s'efface progressivement. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'une supernova, l'explosion cataclysmique d'une étoile mourante. Mais pour les contemporains de Galiléo, ce phénomène était profondément troublant. Selon la cosmologie aristotélicienne, les cieux étaient immuables et incorruptibles. Les étoiles fixes étaient éternelles, inchangeables, parfaites. L'apparition d'une nouvelle étoile contredisait frontalement cette doctrine. Les aristotéliciens tentèrent d'expliquer le phénomène en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable étoile, mais d'un phénomène atmosphérique, une sorte de météore ou d'exhalation terrestre qui se serait enflammée dans la haute atmosphère, donc en dessous de la Lune, dans la région sublunaire où le changement était permis. Galiléo, fasciné par cette nova, effectua des observations méticuleuses pour déterminer sa distance. En utilisant la méthode de la parallaxe, il chercha à mesurer si la position apparente de la nouvelle étoile changeait lorsqu'on l'observait depuis des lieux différents. Si elle avait été proche, dans l'atmosphère terrestre, sa position aurait dû varier sensiblement. Mais Galiléo ne détecta aucune parallaxe mesurable, ce qui signifiait que la nova était extrêmement éloignée, au-delà de la Lune, dans la région prétendument immuable des étoiles fixes. Il donna une série de conférences publiques sur la nova à Padoue, attirant des foules considérables. Ces conférences, prononcées non pas en latin académique, mais en italien vernaculaire, connurent un succès retentissant. Galiléo y exposa clairement que la nouvelle étoile appartenait à la sphère céleste et que son existence même démontrait que les cieux n'étaient pas immuables comme l'enseignait Aristote. C'était une attaque directe contre la cosmologie dominante, formulée dans un langage accessible au grand public éduqué et non plus confiné aux débats techniques entre spécialistes. Les philosophes aristotéliciens ne tardèrent pas à riposter. Un certain Cesare Cremonini, collègue de Galiléo à Padoue et ardent défenseur d'Aristote, rejeta ses conclusions. D'autres publièrent des pamphlets réaffirmant la doctrine traditionnelle. Mais Galiléo avait touché un point sensible. L'apparition de la nova avait semé le doute dans de nombreux esprits. Si les cieux pouvaient changer, si de nouvelles étoiles pouvaient apparaître, alors peut-être que d'autres certitudes cosmologiques méritaient d'être réexaminées. C'est dans ce contexte de questionnement croissant qu'arriva la nouvelle d'une invention extraordinaire venue des Pays-Bas. Au cours de l'année 1608, des artisans lunetiers hollandais avaient découvert qu'en combinant 2 lentilles dans un tube, on pouvait agrandir l'apparence des objets distants. Cette lunette d'approche, ce perspicillum, comme on l'appelait en latin, suscita immédiatement l'intérêt des marchands, des militaires et des princes. Imaginez l'avantage stratégique de pouvoir observer les navires ennemis bien avant qu'ils n'atteignent le port, ou de surveiller les mouvements de troupes depuis une forteresse éloignée. Galiléo entendit parler de cette invention au cours de l'été 1609. Bien qu'il n'ait jamais vu l'instrument lui-même, les descriptions lui suffirent pour en comprendre le principe optique. En quelques jours, utilisant ses connaissances en mathématiques et en optique,
il construisit sa propre lunette. Son premier modèle grossissait environ 3 fois, mais il ne s'arrêta pas là. Perfectionnant le polissage des lentilles et expérimentant avec différentes combinaisons, il parvint rapidement à construire une lunette grossissant 8 fois, puis 20 fois et finalement 30 fois. En août 1609, il présenta sa lunette au gouvernement vénitien depuis le sommet du campanile de Saint-Marc. L'impression fut spectaculaire. Les sénateurs purent observer des navires en mer 2 heures avant qu'ils ne soient invisibles à l'œil nu. Les applications militaires et commerciales étaient évidentes. Galiléo, habile négociateur, offrit de céder les droits de fabrication à la République en échange d'une augmentation de salaire substantielle et d'une chaire à vie. Le Sénat vénitien accepta avec enthousiasme, doublant son salaire et le portant à 1000 florins par an. Mais Galiléo avait déjà une autre idée en tête, une idée qui allait changer l'histoire de l'astronomie. Si la lunette pouvait grossir les objets terrestres, pourquoi ne pourrait-elle pas grossir les objets célestes ? Pourquoi ne pas tourner cet instrument vers le ciel nocturne et voir ce que personne n'avait jamais vu ? Par une nuit claire de l'automne 1609, Galiléo pointa sa lunette vers la Lune. Ce qu'il vit le stupéfia. La surface lunaire n'était pas une sphère lisse et parfaite comme l'enseignait la tradition aristotélicienne. Elle était rugueuse, cratérisée, couverte de montagnes et de vallées. En observant la ligne séparant la partie éclairée de la partie sombre, le terminateur, Galiléo vit des points lumineux isolés dans la zone d'ombre. Exactement comme les rayons du soleil, le vent illumine les sommets des montagnes terrestres avant d'éclairer les vallées. Il put même estimer la hauteur de ces montagnes lunaires en mesurant l'ombre qu'elles projetaient, et il découvrit que certaines étaient plus hautes que les montagnes terrestres. Cette découverte avait des implications philosophiques profondes. Si la Lune ressemblait à la Terre, avec des montagnes et des vallées, alors peut-être que la distinction aristotélicienne entre la région sublunaire imparfaite et la région supralunaire parfaite n'avait aucun fondement. Peut-être que les cieux et la terre étaient faits de la même matière et obéissaient aux mêmes lois. Galiléo poursuivit ses observations nocturnes avec une excitation grandissante. Il tourna sa lunette vers Jupiter et découvrit 4 petits points lumineux alignés près de la planète. Nuit après nuit, il observa que ces points changèrent de position par rapport à Jupiter. Il réalisa rapidement qu'il ne s'agissait pas d'étoiles fixes, mais de satellites, de petites lunes tournant autour de Jupiter, exactement comme notre Lune tourne autour de la Terre. Cette découverte était révolutionnaire. Elle démontrait de manière irréfutable qu'il existait des centres de rotation multiples dans l'univers, pas seulement la Terre. Si Jupiter pouvait avoir ses propres lunes, alors pourquoi la Terre ne pourrait-elle pas être elle-même une planète tournant autour du Soleil, comme le suggérait le système copernicien ? L'argument traditionnel contre Copernic était que si la Terre se déplaçait, elle laisserait la Lune derrière elle. Mais voici que Jupiter se déplaçait manifestement à travers les cieux, tout en conservant ses 4 satellites. L'objection était réfutée. Galilée observa ensuite Vénus et fit une découverte encore plus décisive. Vénus montrait des phases, exactement comme la Lune, passant de croissant à pleine et vice-versa. Dans le système ptoléméen, où Vénus était censée tourner autour de la Terre, elle devrait toujours apparaître en croissant, puisqu'elle se situait toujours entre la Terre et le Soleil. Mais les observations de Galiléo montraient que Vénus pouvait être pleine, ce qui n'était possible que si elle tournait autour du Soleil, pas autour de la Terre. Les phases de Vénus constituaient une preuve directe et observationnelle du système copernicien. Il observa également Saturne, mais sa lunette n'était pas assez puissante pour distinguer clairement les anneaux. Il crut voir 2 satellites ou peut-être 2 protubérances de chaque côté de la planète. Ce mystère ne serait résolu que plusieurs décennies plus tard par Christian Huygens. Il observa les taches solaires, ces marques sombres qui apparaissaient et disparaissaient à la surface du Soleil, démontrant une fois de plus que les corps célestes n'étaient pas parfaits et immuables. Il observa la Voie lactée et découvrit qu'elle n'était pas une simple brume laiteuse,
mais une multitude d'étoiles individuelles, si nombreuses et si serrées qu'elles se fondaient en une lueur continue pour l'œil nu. En mars 1610, Galiléo publia ses découvertes dans un petit livre intitulé Sidereus Nuncius, le messager céleste ou le message des étoiles. Le livre, écrit en latin pour toucher un public savant international, connut un succès immédiat et retentissant. Il fut vendu en quelques jours et réimprimé à plusieurs reprises. Les exemplaires circulaient de main en main à travers toute l'Europe, de Prague à Londres, de Paris à Rome. Les réactions furent contrastées. Certains astronomes, comme Johannes Kepler en Allemagne, accueillirent les découvertes avec enthousiasme. Kepler, qui avait lui-même défendu le système copernicien dans ses propres travaux, écrivit une lettre publique de soutien à Galiléo, la Dissertatio Cum Nuntio Sidereo, dans laquelle il confirmait l'importance des observations et encourageait d'autres astronomes à construire leurs propres lunettes pour vérifier les résultats. D'autres savants se montrèrent plus sceptiques. Certains refusèrent littéralement de regarder à travers la lunette, affirmant que l'instrument créait des illusions optiques. Les satellites de Jupiter n'existaient pas réellement, disait-il. C'étaient des artefacts produits par les lentilles. Comment pouvait-on faire confiance à un simple tube de métal et de verre pour révéler des vérités sur le cosmos que 2000 ans de philosophie n'avaient pas découvertes? Galiléo nomma les 4 satellites de Jupiter les astres médicéens. Medicae Stellae, en l'honneur de Com, II de Médicis, le jeune grand-duc de Toscane qui venait de succéder à son père Ferdinand Ier. C'était un geste politique habile. Galiléo espérait obtenir un poste à la cour médicéenne à Florence. Un poste qui lui offrirait plus de prestige, plus de liberté pour ses recherches, et surtout le titre de mathématicien et philosophe du grand-duc. Pas seulement mathématicien. Sa stratégie fonctionna. En septembre 1610, Com II lui offrit exactement le poste qu'il désirait. Galiléo quitta Padoue et retourna en Toscane. Ce départ marqua la fin de ses années heureuses. Ses amis vénitiens l'avertirent qu'il commettait une erreur. « À Venise, lui dirent-ils, vous êtes protégé par la République, par ses traditions de liberté intellectuelle. En Toscane, sous la tutelle directe des Médicis et à proximité de Rome, vous serez plus exposé aux pressions de l'Église. » Galiléo, confiant dans ses découvertes et dans le soutien de ses puissants protecteurs, ne tint pas compte de ces avertissements. Il était au sommet de sa gloire. Il avait 46 ans, une renommée européenne, le soutien du grand-duc et la certitude d'avoir révélé des vérités fondamentales sur l'univers. Il ne pouvait pas imaginer les épreuves qui l'attendaient. Les premières années à Florence furent néanmoins gratifiantes pour Galiléo. Il jouissait d'un salaire confortable, d'un titre prestigieux et de la liberté de poursuivre ses recherches sans les obligations fastidieuses de l'enseignement universitaire. Il pouvait se consacrer entièrement à ses observations astronomiques et à la rédaction de ses traités. Il vivait dans une maison confortable à Bellosguardo, une colline surplombant Florence, où il avait installé son atelier et ses instruments. Ses filles, Virginia et Livia, furent placées au couvent de San Matteo à Arcetri, juste à l'extérieur de Florence. C'était une décision douloureuse mais pragmatique. En tant que filles illégitimes, leurs chances de faire un bon mariage étaient minces et Galiléo ne pouvait pas se permettre de constituer des dots substantielles. La vie religieuse offrait une respectabilité et une sécurité. Virginia, qui prit le nom de sœur Maria Céleste, développa une relation épistolaire profonde avec son père. Ces lettres, dont plus de 120 nous sont parvenues, révèlent une jeune femme intelligente, affectueuse et profondément dévouée à son père. Galiléo continua ses observations et ses publications. En 1611, il visita Rome pour la première fois depuis ses découvertes télescopiques. Ce voyage fut un triomphe. Il fut reçu avec tous les honneurs par les plus grands savants et prélats de la ville éternelle. Le cardinal Maffeo Barberini, un homme cultivé et amateur de sciences, devint son ami et admirateur. Le prince Federico Chesi, fondateur de l'Accademia dei Lincei, l'Académie des Lynx,
la première société scientifique moderne, l'accueillit comme membre. Le pape Paul V lui accorda une audience. Lors d'une soirée organisée au palais Quirinal, résidence d'été des papes, Galiléo donna une démonstration de sa lunette. Les cardinaux et les prélats purent observer les satellites de Jupiter, les montagnes lunaires, les étoiles de la Voie lactée. Certains furent émerveillés, d'autres troublés, mais aucun ne contesta ouvertement la réalité de ces observations. Les astronomes jésuites du Collegio Romano, l'institution académique la plus prestigieuse de Rome, confirmèrent officiellement les découvertes de Galiléo, bien qu'ils restassent prudents quant à leur interprétation cosmologique. Mais sous cette surface courtoise et enthousiaste, des tensions commençaient à se manifester. Les implications philosophiques et théologiques des découvertes de Galiléo n'échappaient à personne. Si la Lune ressemblait à la Terre, si Jupiter avait ses propres satellites, si Vénus montrait des phases, alors le système ptoléméen devenait de plus en plus intenable. Et si Ptolémée avait tort, alors peut-être Copernic avait-il raison. Et si Copernic avait raison, qu'en était-il de ces passages bibliques qui parlaient de Josué arrêtant le soleil ou des fondations de la terre qui ne peuvent être ébranlées? Galiléo, enthousiasmé par ces découvertes et par l'accueil généralement favorable qu'il recevait, commença à promouvoir ouvertement le système copernicien. Dans ses lettres, dans ses conversations, lors de dîners avec des cardinaux et des princes, il argumentait que les observations télescopiques confirmaient l'héliocentrisme. Il était convaincu que l'Église finirait par accepter cette nouvelle vision du cosmos, une fois qu'elle comprendrait que les Écritures devaient être interprétées allégoriquement en matière de philosophie naturelle. Cette confiance se révélerait tragiquement mal placée. Galiléo ne saisissait pas pleinement le climat religieux de l'époque. L'Église catholique, assiégée par la réforme protestante, était dans une position défensive. Les protestants avaient accusé l'Église d'avoir trahi les Écritures, d'avoir ajouté des traditions humaines à la parole divine. En réponse, le Concile de Trente avait réaffirmé que seule l'Église avait l'autorité pour interpréter correctement la Bible. Tout ce qui semblait contredire l'interprétation traditionnelle des Écritures était suspect. De plus, les protestants eux-mêmes rejetaient majoritairement le système copernicien. Martin Luther l'avait qualifié d'absurdité, et les théologiens protestants citaient les mêmes passages bibliques que les catholiques pour défendre le géocentrisme. Dans ce contexte, adopter l'héliocentrisme aurait pu être perçu comme une concession dangereuse, une façon d'admettre que les protestants avaient raison de remettre en question l'interprétation traditionnelle. Les premiers signes de problème apparurent en 1613. Un dominicain florentin nommé Niccolo Lorini prononça un sermon dans lequel il attaqua indirectement les mathématiciens qui osaient contredire les Écritures. Puis, en décembre 1613, lors d'un petit déjeuner à la cour des Médicis, un autre dominicain, Tommaso Caccini, engagea une dispute avec Benedetto Castelli, un élève et ami de Galiléo, sur la compatibilité du système copernicien avec les Écritures. Christine de Lorraine, la grande duchesse mère de Toscane et femme pieuse, fut troublée par cette conversation. Elle écrivit à Castelli pour demander des éclaircissements. Castelli transmit la lettre à Galiléo, qui décida de répondre directement. En décembre 1613, il rédigea une longue lettre à Castelli, dans laquelle il exposait sa position sur les rapports entre science et écriture. Cette lettre, qu'il révisera et amplifiera l'année suivante pour en faire la célèbre lettre à la grande duchesse Christine, contient l'exposé le plus complet de sa philosophie sur ce sujet. Galiléo y argumentait que la Bible et la nature étaient toutes deux des œuvres de Dieu et ne pouvaient donc se contredire. Mais la Bible avait été écrite pour le salut des âmes, pas pour enseigner l'astronomie. Son langage était adapté à la compréhension du peuple ordinaire et utilisait le langage commun des apparences. Quand la Bible disait que le soleil s'arrêta pour Josué, elle parlait selon les apparences, comme nous disons tous que le soleil se lève et se couche. La nature, en revanche, était inexorable et immuable, indifférente au fait que ces raisons cachées fussent ou non accessibles à la compréhension humaine.
Lorsqu'une démonstration scientifique certaine contredisait une interprétation littérale de l'écriture, c'était l'interprétation qui devait être révisée, pas la science. Cette position, bien que raisonnable d'un point de vue logique, était dangereuse sur le plan théologique. Galiléo, un laïc sans formation théologique formelle, prétendait dicter à l'Église comment interpréter les Écritures. Pire encore, il affirmait que la science pouvait forcer l'Église à réviser son interprétation. Dans le climat post-tridentin, c'était jouer avec le feu. En février 1615, le père Caccini alla plus loin. Il se rendit à Rome et témoigna devant l'Inquisition contre Galiléo. Il l'accusa non seulement de défendre l'héliocentrisme, mais aussi de tenir des propos suspects sur d'autres questions théologiques. L'Inquisition ouvrit une enquête. D'autres témoins furent interrogés. La lettre de Galiléo à Castelli circulait maintenant largement sous forme manuscrite et fut soumise à l'examen des théologiens. Galiléo apprit ce qui se tramait à Rome et décida de prendre les devants. En décembre 1615, malgré les avertissements de ses amis, il se rendit à Rome pour défendre sa cause. Il était convaincu qu'il pourrait convaincre les autorités ecclésiastiques de la justesse de sa position. Il avait des amis influents, des cardinaux sympathiques, et surtout, il avait les observations télescopiques qui, pensait-il, parlaient d'elles-mêmes. Mais il avait mal jugé la situation. L'Inquisition demanda au Saint-Office d'examiner 2 propositions. Premièrement, que le Soleil est au centre du monde et totalement immobile de mouvement local. Et deuxièmement, que la Terre n'est pas le centre du monde et n'est pas immobile, mais se meut tout entière d'elle-même et aussi d'un mouvement diurne. Le 24 février 1616, les consulteurs théologiques rendirent leur verdict. La première proposition, l'immobilité du Soleil au centre, fut jugée absurde et formellement hérétique, car expressément contraire aux Saintes Écritures, selon leur sens propre et l'interprétation commune des pères et des docteurs. La seconde proposition, le mouvement de la Terre, fut jugée mériter la même censure en philosophie et, du point de vue théologique, au moins erronée dans la foi. Cette décision était désastreuse. Le système copernicien était officiellement condamné comme contraire aux Écritures. Le 5 mars 1616, la congrégation de l'Index publia un décret suspendant le livre de Copernic de Revolutionibus jusqu'à ce qu'il fût corrigé. Quelques autres livres défendant ouvertement l'héliocentrisme furent interdits complètement. Le cardinal Roberto Bellarmino, le plus éminent théologien de l'époque et conseiller du pape Paul V, convoqua Galiléo. Bellarmino était un homme intelligent et cultivé, pas un obscurantiste obtus. Il comprenait la force des arguments de Galiléo et admirait ses observations. Mais il était aussi un fervent défenseur de l'autorité ecclésiastique et un vétéran de la lutte contre le protestantisme. Il expliqua à Galiléo que tant qu'il n'existait pas de preuves démonstratives du mouvement de la Terre, l'interprétation traditionnelle des Écritures devait prévaloir. Si une telle preuve était un jour apportée, alors l'Église réviserait son interprétation, mais pas avant. Bellarmino ordonna à Galiléo d'abandonner l'opinion copernicienne et de ne plus l'enseigner ni la défendre de quelque manière que ce soit, ni oralement, ni par écrit. Galiléo acquiesça. Il n'avait pas le choix. Refuser aurait signifié l'accusation formelle d'hérésie avec toutes ses conséquences terribles. Bellarmino lui délivra un certificat attestant qu'il n'avait pas été obligé d'abjurer ni de faire pénitence, simplement qu'on lui avait notifié la décision de la congrégation de l'Index. Ce document serait crucial 16 ans plus tard. Galiléo retourna à Florence en juin 1616, amer et désillusionné. Toutes ces découvertes, toutes ces observations n'avaient pas suffi. L'Église avait choisi de privilégier une lecture littérale des Écritures sur les évidences empiriques. Il ne comprenait pas cette décision. Comment l'Église pouvait-elle ignorer ce que le télescope révélait si clairement ? Comment pouvait-elle s'accrocher à un système astronomique manifestement faux ? Ce qu'il ne saisissait peut-être pas pleinement, c'était que la question n'était pas simplement astronomique ou philosophique.
C'était une question de pouvoir et d'autorité. Qui avait le droit de dire la vérité? Les savants avec leurs instruments et leurs calculs, ou l'Église avec ses écritures et ses traditions? Accepter que les savants puissent forcer l'Église à réinterpréter la Bible aurait créé un précédent dangereux. Si l'Église se trompait sur le mouvement de la Terre, sur quoi d'autre se trompait-elle? Cette question hantait les théologiens catholiques dans leur lutte contre le protestantisme. Pendant les années qui suivirent, Galiléo observa officiellement un silence prudent sur la question copernicienne. Mais il ne cessa pas de travailler. Il poursuivit ses observations astronomiques, ses études sur le magnétisme, ses recherches sur les comètes. Il réfléchissait également à la mécanique et à la physique du mouvement, domaine où il pouvait travailler sans entrer en conflit direct avec les autorités théologiques. En 1618, 3 comètes apparurent dans le ciel, suscitant un débat passionné parmi les astronomes. Un jésuite du Collegio Romano, Orazio Grassi, publia un traité sur les comètes dans lequel il défendait l'opinion que ces corps célestes se déplaçaient dans la région supralunaire. Galiléo, qui n'avait pas pu observer les comètes lui-même à cause d'une maladie, répondit à travers son élève Mario Guiducci avec un discours lu à l'Accademia Fiorentina. La controverse s'intensifia lorsque Grassi publia une réplique sous le pseudonyme de Lotario Sarsi. Galiléo décida alors de répondre de manière plus substantielle. En 1623, il publia Il Saggiatore, l'essayeur, un chef-d'œuvre de polémique scientifique écrit dans un italien élégant et mordant. Dans ce livre, il ne se contentait pas de réfuter les arguments de Grassi sur les comètes. Il exposait sa méthode scientifique et sa conception de la philosophie naturelle. C'est dans Il Saggiatore que se trouve la célèbre métaphore du livre de la nature. La philosophie, écrivait Galiléo, est écrite dans ce vaste livre qui est continuellement ouvert devant nos yeux. Je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Cette vision d'une nature régie par des lois mathématiques, déchiffrables par l'observation et l'expérimentation, était révolutionnaire. Elle plaçait les mathématiques au cœur de la physique, rejetant l'approche qualitative aristotélicienne au profit d'une approche quantitative. Elle affirmait également l'autonomie de la philosophie naturelle vis-à-vis de la théologie. La nature avait sa propre logique, sa propre langue, et seuls ceux qui maîtrisaient cette langue pouvaient la comprendre. Il Saggiatore fut dédié au nouveau pape Urbain VIII, élu en 1623. Or, Urbain VIII n'était autre que Maffeo Barberini, l'ancien cardinal ami de Galiléo. Cette élection remplit Galiléo d'espoir. Enfin, pensait-il, un pape cultivé, ouvert aux sciences, qui comprendrait l'importance de ses travaux et peut-être réviserait la condamnation de 1616. En effet, Urbain VIII accueillit Il Saggiatore avec faveur. Le livre fut lu au pape pendant ses repas, et il exprima son appréciation pour l'esprit brillant de l'auteur. Encouragé, Galiléo se rendit à Rome au printemps 1624 pour une série d'audiences avec le pape. Les rencontres furent cordiales. Urbain VIII offrit des cadeaux à Galiléo et écrivit une lettre élogieuse au grand-duc de Toscane, vantant les mérites de son mathématicien. Mais quand Galiléo aborda la question copernicienne, le pape se montra plus réservé. Il ne révoqua pas le décret de 1616. Toutefois, il laissa entendre que Galiléo pouvait écrire sur le système copernicien à condition de le présenter comme une hypothèse mathématique plutôt que comme une vérité physique. C'était une ouverture, certes limitée, mais une ouverture néanmoins. Galiléo rentra à Florence avec l'intention de rédiger un grand ouvrage comparant les deux systèmes du monde, le ptoléméen et le copernicien. Il y travaillerait pendant les 6 années suivantes. Ce livre, qui deviendrait le célèbre Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, serait à la fois son chef-d'œuvre
et la cause de sa perte. Pendant ces années de rédaction, Galiléo dut faire face à de nombreuses difficultés personnelles. Sa santé, jamais robuste, se détériorait. Il souffrait d'arthrite, de hernie, d'insomnie. Sa fille bien-aimée, sœur Maria Céleste, le soutenait du mieux qu'elle pouvait depuis son couvent, lui envoyant des remèdes, des douceurs, des lettres réconfortantes. Leur correspondance révèle une relation d'une tendresse extraordinaire, une complicité intellectuelle et affective rare entre un père et sa fille dans cette époque. Le dialogue était structuré comme une conversation entre 3 personnages se déroulant sur 4 journées. Salviati représentait la position copernicienne et exprimait généralement les vues de Galiléo lui-même. Sagredo était un patricien vénitien intelligent et ouvert d'esprit qui posait des questions et arbitrait la discussion. Simplicio, dont le nom évoquait malheureusement la simplicité d'esprit, défendait la position aristotélicienne et ptoléméenne. Au fil des 4 journées, Salviati démontrait méthodiquement les faiblesses du système géocentrique et les forces du système héliocentrique, tandis que Simplicio opposait les objections traditionnelles qui étaient réfutées une à une. L'ouvrage était écrit en italien et non en latin, ce qui signifiait qu'il visait un public éduqué, mais pas nécessairement académique. C'était un choix délibéré. Galiléo voulait convaincre non seulement les professeurs d'université, mais aussi les nobles, les marchands, les artisans cultivés, tous ceux qui pouvaient se lire et penser par eux-mêmes. Le style était vivant, spirituel, parfois ironique. Les arguments étaient présentés avec clarté et force persuasive. Galiléo exposait notamment le principe de relativité du mouvement, démontrant que le mouvement ne peut être détecté que par rapport à un point de référence extérieur. Un observateur dans la cabine fermée d'un navire voguant régulièrement ne peut pas déterminer par aucune expérience mécanique si le navire est en mouvement ou immobile. De même, nous ne sentons pas le mouvement de la Terre parce que nous partageons ce mouvement. Cette intuition géniale, qui préfigurait les travaux de Newton et même d'Einstein, réfutait l'objection la plus commune contre le mouvement terrestre. Il discutait également des marées, proposant qu'elles étaient causées par le mouvement de la Terre, combinaison de sa rotation quotidienne et de sa révolution annuelle autour du Soleil. Cette explication était en fait erronée. Les marées sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Mais Galiléo ne disposait pas encore du concept de gravitation universelle. Ironiquement, cette argumentation fausse était présentée comme la preuve la plus forte du mouvement terrestre. Le manuscrit fut achevé en janvier 1630. Restait maintenant à obtenir l'approbation ecclésiastique nécessaire pour la publication. Galiléo se rendit à Rome pour soumettre le texte à la censure. Le maître du Sacré Palais, Niccolo Riccardi, un dominicain surnommé le Père Monstre à cause de sa corpulence, était chargé de l'examen. Riccardi était un ami de Galiléo et admirait son génie. Mais il était aussi conscient de la sensibilité de la question copernicienne. Après de longs mois d'attente et de négociations, après plusieurs révisions et ajouts, Riccardi finit par accorder son imprimatur en juin 1631. Le livre pouvait être publié à condition que certaines modifications soient apportées, notamment une préface et une conclusion soulignant que le système copernicien était présenté comme une hypothèse mathématique et non comme une vérité physique. Le dialogue fut publié à Florence en février 1632. Le succès fut immédiat. Les exemplaires se vendirent rapidement. Les savants de toute l'Europe se procurèrent le livre et le discutèrent avec passion. Certains, comme les coperniciens convaincus, y virent la démonstration décisive qu'ils attendaient. D'autres, les aristotéliciens et les conservateurs théologiques, furent scandalisés. Malgré les précautions formelles de la préface et de la conclusion, il était évident que Galiléo défendait véritablement le système copernicien. Pas simplement comme une hypothèse commode, mais comme une description réelle de l'univers. Pire encore, le personnage de Simplicio, le défenseur maladroit de la position aristotélicienne, était perçu par beaucoup comme une caricature insultante. Les ennemis de Galiléo insinuèrent que Simplicio représentait le pape lui-même.
En effet, l'argument final que Simplicio présentait dans le dialogue sur l'omnipotence divine qui rend toutes les explications humaines hypothétiques était précisément l'argument qu'Urbain VIII avait utilisé dans ses conversations avec Galiléo. Placer cet argument dans la bouche du personnage le moins brillant du dialogue pouvait être interprété comme une moquerie du pape. Il est impossible de savoir si Galiléo avait intentionnellement voulu ridiculiser Urbain VIII. C'était un homme fier et parfois imprudent, capable d'ironie mordante envers ses adversaires intellectuels. Mais insulter délibérément le pape aurait été une folie suicidaire. Plus probablement, Galiléo n'avait pas réalisé comment son texte pourrait être perçu. Il avait construit Simplicio comme un type littéraire, le défenseur traditionnel d'une position dépassée, sans penser que des lecteurs malveillants pourraient y voir une attaque personnelle contre le souverain pontife. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. À l'été 1632, des exemplaires du dialogue parvinrent à Rome. Les ennemis de Galiléo, et il en avait nombreux parmi les jésuites, les dominicains et les philosophes aristotéliciens, virent leur chance. Ils portèrent plainte auprès de l'Inquisition, accusant Galiléo d'avoir violé l'interdiction de 1616 en défendant ouvertement l'héliocentrisme. Urbain VIII, qui se sentait trahi et ridiculisé, tourna le dos à son ancien ami. Le pape, par ailleurs engagé dans les complexités diplomatiques de la guerre de 30 ans et critiqué pour sa politique pro-française, ne pouvait se permettre de paraître faible face à l'hérésie. En août 1632, il ordonna que la vente du dialogue soit suspendue et qu'une commission spéciale examine l'affaire. La commission découvrit dans les archives du Saint-Office un document daté du 26 février 1616 qui semblait aggraver considérablement la situation de Galiléo. Selon ce document, lors de la rencontre avec le cardinal Bellarmino, non seulement Galiléo avait été averti de la décision sur Copernic, mais il lui avait été formellement ordonné de ne pas tenir, enseigner ou défendre d'aucune manière, ni oralement, ni par écrit, la doctrine copernicienne sous peine de procédure inquisitoriale. Si ce document était authentique, alors Galiléo avait violé un ordre direct de l'Inquisition en publiant le dialogue. L'authenticité de ce document est controversée. Il manque certaines signatures officielles qui devraient normalement s'y trouver. Il est possible qu'il ait été falsifié ou manipulé par les ennemis de Galiléo. Mais il est aussi possible qu'il soit authentique et que lors de la rencontre de 1616, après l'avertissement officiel de Bellarmino, un commissaire de l'Inquisition ait prononcé cette interdiction plus stricte. Galiléo avait conservé le certificat de Bellarmino, qui ne mentionnait pas cet ordre rigoureux, mais face aux documents des archives, ce certificat ne suffisait plus. En septembre 1632, l'Inquisition ordonna à Galiléo de se présenter à Rome pour y être jugé. Galiléo, maintenant âgé de 68 ans, malade et fatigué, supplia d'être dispensé du voyage. Il fit valoir son grand âge, sa santé précaire, la peste qui sévissait entre la Toscane et Rome et rendait les déplacements dangereux. Mais l'Inquisition fut inflexible. S'il ne venait pas volontairement, il serait amené enchaîné. En janvier 1633, Galiléo entreprit donc le pénible voyage vers Rome. Il fut logé non pas dans les prisons de l'Inquisition, mais dans l'appartement de l'ambassadeur toscan au Vatican. Un signe que, malgré tout, sa position et son âge lui valaient certains égards. Néanmoins, il était formellement prisonnier, interdit de sortir, en attente de son procès. Le procès commença en avril 1633. Galiléo comparut à 4 reprises devant les commissaires du Saint-Office. Les interrogatoires étaient menés avec une courtoisie formelle, mais la menace était toujours présente. L'Inquisition avait le pouvoir d'utiliser la torture pour extraire la vérité, bien qu'en raison de son âge et de son statut, il soit improbable que cette menace soit mise à exécution contre Galiléo. Mais la simple possibilité suffisait à créer une pression psychologique énorme. Les questions tournaient autour de 2 points principaux. Premièrement,
avait-il ou non violé l'interdiction de 1616 en publiant le dialogue? Deuxièmement, avait-il demandé l'imprimature de manière frauduleuse en ne révélant pas pleinement l'existence de cette interdiction? Galiléo se défendit avec habileté. Il affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de défendre le système copernicien dans le dialogue, qu'il l'avait présenté comme une hypothèse ainsi que le lui permettait la permission papale. Si le texte donnait l'impression contraire, c'était involontaire, le résultat de son talent littéraire et de son habitude de présenter les arguments de manière convaincante. Quant à l'ordre de 1616, il ne se souvenait d'aucune interdiction aussi stricte que celle mentionnée dans le document des archives. Il produisit le certificat de Bellarmino, qui ne parlait que d'une notification de la décision de la congrégation. Cette défense était ingénieuse, mais pas entièrement crédible. Il était évident pour quiconque lisait le dialogue que Galiléo défendait réellement le système copernicien. La structure même du livre, avec Salviati réfutant systématiquement tous les arguments de Simplicio, ne laissait aucun doute sur les convictions de l'auteur. Les commissaires ne furent d'abord pas dupes. Après plusieurs semaines de délibération, de consultation, de négociations en coulisses, un verdict fut prononcé. Galiléo était jugé véhémentement suspect d'hérésie pour avoir tenu et cru une doctrine fausse et contraire aux Saintes Écritures, à savoir que le soleil est au centre du monde et immobile, et que la terre se meut. Il était condamné à abjurer solennellement cette doctrine, et son livre était interdit. De plus, il était condamné à la prison formelle de l'Inquisition pour une durée indéterminée, bien que cette peine puisse être commuée selon le bon vouloir du tribunal. Le 22 juin 1633, dans la salle conventuelle du couvent dominicain de Santa Maria sopra Minerva, Galiléo, vêtu de la robe blanche du pénitent, s'agenouilla devant les cardinaux inquisiteurs. D'une voix claire, il lut la formule d'abjuration qu'on lui avait préparée. Il jurait qu'il avait toujours cru et croirait toujours tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient, prêche et enseigne. Il reconnaissait avoir été jugé véhémentement suspect d'hérésie pour avoir tenu et cru que le soleil est le centre du monde et immobile, et que la terre n'est pas le centre et se meut. Il abjurait, maudissait et détestait ses erreurs et hérésies. C'était une humiliation publique terrible pour un homme qui avait passé sa vie à chercher la vérité. Galiléo avait 69 ans. Il était malade, épuisé, brisé. Il avait perdu. L'Église avait parlé, et lui, le grand Galileo Galilei, mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane, membre de l'Accademia dei Lincei, celui qui avait vu ce que personne n'avait jamais vu, devait renier publiquement ce qu'il savait être vrai. La légende veut qu'en se relevant, il ait murmuré entre ses dents « Épure si muove », et pourtant elle bouge. Cette phrase célèbre n'apparaît dans aucun document contemporain. Elle fut rapportée pour la première fois plus d'un siècle après sa mort. Historiquement, elle est presque certainement apocryphe, mais peu importe. Elle est devenue partie du mythe de Galiléo, symbole de la résistance de l'esprit scientifique face à l'autorité dogmatique, affirmation silencieuse que la vérité demeure même quand on la force à se taire. La sentence de prison fut immédiatement commuée en assignation à résidence. Galiléo ne retourna jamais dans les geôles de l'Inquisition. Il fut d'abord confiné à la Villa Médicis à Rome, puis autorisé à séjourner chez l'archevêque Ascanio Piccolomini à Sienne. Piccolomini, loin d'être un geôlier sévère, était un admirateur de Galiléo. Il le traita avec honneur, l'encouragea, lui remonta le moral. Après plusieurs mois à Sienne, en décembre 1633, Galiléo fut autorisé à retourner dans sa maison d'Arcetri, près de Florence, où il passerait le reste de ses jours sous surveillance constante. Les conditions de son assignation étaient strictes. Il ne pouvait recevoir de visiteurs sans autorisation préalable. Il ne pouvait enseigner, il ne pouvait publier. Il devait réciter une fois par semaine les 7 psaumes de pénitence. Cette dernière obligation fut rapidement transférée à sa fille, sœur Maria Céleste,
qui accepta de réciter les psaumes à la place de son père. Les premières années à Arcetri furent les plus sombres de sa vie. Non seulement il était prisonnier, mais en avril 1634, sœur Maria Céleste mourut soudainement à l'âge de 33 ans. Cette perte fut dévastatrice pour Galiléo. Sa fille avait été son plus grand réconfort, sa correspondante la plus fidèle, celle qui comprenait mieux que quiconque sa souffrance. Dans les lettres qu'elle lui avait écrites au cours des années précédentes, elle l'avait soutenu, encouragé, soigné à distance avec une tendresse infinie. Maintenant, elle était partie et lui restait seule. Pendant des mois, Galiléo sombra dans la dépression. Il envisagea la mort. Il avait 70 ans. Sa santé se détériorait rapidement. Sa vue commençait à faiblir. À quoi bon continuer ? Mais lentement, presque malgré lui, l'instinct du savant reprit le dessus. Il avait encore des choses à dire, des découvertes à communiquer, des travaux inachevés à compléter. Il retourna à ses premières amours, la mécanique et le mouvement. Toutes ces années passées à défendre Copernic, à observer les étoiles, à se battre avec les théologiens avaient éclipsé ses travaux fondamentaux en physique. Mais maintenant, interdit d'astronomie, assigné à résidence, il pouvait se concentrer sur ce qui l'avait toujours fasciné le plus profondément, comprendre les lois du mouvement des corps. Il commença à rédiger un nouveau livre, structuré comme le dialogue en conversation entre les mêmes trois personnages, Salviati, Sagredo et Simplicio. Mais cette fois, le sujet n'était pas la controverse cosmologique. C'était la science du mouvement, la résistance des matériaux, la chute des corps, les projectiles, les pendules. Ce livre s'appellerait Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Il y travailla pendant plusieurs années, aidé par des élèves fidèles, notamment Vincenzo Viviani et Evangelista Torricelli, qui venaient de le visiter malgré les interdictions. Le manuscrit fut achevé vers 1637, mais comment le publier ? L'Inquisition ne permettrait jamais la publication d'un nouveau livre de Galiléo en Italie. Il fallait trouver une voie détournée. Heureusement, la République hollandaise, protestante et indépendante, était hors de portée de l'Inquisition romaine. Les élèves de Galiléo firent parvenir le manuscrit à Louis Elsevier, un éditeur réputé de Leyde. En 1638, les Discorsi furent publiés en Hollande. Des exemplaires parvinrent clandestinement en Italie et circulèrent parmi les savants. Ce livre, bien moins célèbre que le dialogue, est pourtant d'une importance scientifique bien plus grande. C'est dans les Discorsi que Galiléo expose systématiquement sa nouvelle science du mouvement, posant les fondations de ce qui deviendrait la mécanique classique. Il y formule précisément la loi de la chute des corps, démontrant mathématiquement que la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps. Il analyse le mouvement des projectiles, montrant que leur trajectoire est une parabole. Il étudie la résistance des poutres et des structures, créant la science de la résistance des matériaux. Plus fondamentalement, il établit la méthode qui permettra à Newton, quelques décennies plus tard, de formuler les lois du mouvement et la loi de la gravitation universelle. Galiléo démontre qu'on peut soumettre les phénomènes naturels à l'analyse mathématique, qu'on peut formuler des lois précises, quantitatives, prédictives. La nature n'est pas un chaos d'accidents et de hasards comme le pensaient certains, ni un organisme vivant et intentionnel comme le pensaient d'autres. Elle est un système régi par des lois mathématiques que l'esprit humain peut découvrir. Mais au moment où les Discorsi furent publiés, Galiléo était déjà aveugle. En 1637, sa vue, qui avait toujours été fragile, commença à se détériorer rapidement. Il développa une cataracte aux deux yeux, probablement aggravée par les années d'observation du soleil à travers ses lunettes. En 1638, il perdit complètement la vue. L'homme qui avait vu plus loin que quiconque avant lui, qui avait observé les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, ne voyait plus rien. L'ironie était cruelle.
Galiléo lui-même la ressentait profondément. Dans une lettre à un ami, il écrivait que le ciel, ce monde et cet univers, que par mes observations et mes démonstrations j'avais élargi 100 et 1000 fois au-delà de ce qui avait été communément vu par les sages de tous les siècles passés, est, maintenant pour moi, tellement rétréci et limité qu'il n'occupe plus d'espace que celui occupé par mon propre corps. Pourtant, même aveugle, il continuait de penser, de discuter, de dicter ses idées à ses élèves. Il réfléchissait à l'application de son pendule à l'horlogerie, concevant un mécanisme d'échappement qui permettrait de construire des horloges plus précises. Cette idée serait développée après sa mort par son fils et par Christian Huygens, qui construisit la première horloge à pendule en 1656. Il recevait des visiteurs, malgré les interdictions, des savants qui venaient en pèlerinage pour rencontrer le vieux maître. Thomas Hobbes vint le voir. John Milton, le futur auteur du Paradis perdu, lui rendit visite et fut profondément impressionné. Dans le Paradis perdu, Milton mentionnera Galiléo et sa lunette dans une célèbre comparaison cosmique. Les dernières années furent marquées par la souffrance physique. Outre la cécité, Galiléo souffrait d'insomnie chronique, d'arthrite douloureuse, de hernie, de problèmes rénaux. Il était soigné par son fils Vincenzo et par ses élèves dévoués. Il gardait néanmoins une certaine sérénité. Résigné à son sort, mais pas désespéré. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait vu ce qu'il devait voir. Il avait écrit ce qu'il devait écrire. Galileo Galilei mourut à Arcetri le 8 janvier 1642, à l'âge de 77 ans. Il était entouré de ses élèves, Viviani et Torricelli, et de son fils Vincenzo. Ces derniers mots ne nous sont pas parvenus. Peut-être n'y en eut-il pas. Peut-être mourut-il dans son sommeil, ce sommeil qu'il avait tant cherché pendant ses nuits d'insomnie. Le grand-duc Ferdinand II de Médicis voulait lui ériger un monument funéraire grandiose dans la basilique Santa Croce à Florence, le panthéon des gloires toscanes où reposaient déjà Michel-Ange et Machiavel. Mais le pape Urbain VIII fit savoir qu'une telle commémoration serait inappropriée pour un homme condamné par l'Inquisition. Galiléo fut donc enterré discrètement dans une petite chapelle latérale de Santa Croce, sans monument ni inscription élaborée. Ce n'est qu'en 1737, près d'un siècle après sa mort, que ses restes furent transférés dans un mausolée digne de sa grandeur, en face de celui de Michel-Ange. Lors de ce transfert, un admirateur enthousiaste préleva 3 doigts et une vertèbre du corps de Galiléo comme des reliques. Ces reliques circulèrent pendant des décennies, furent perdues, puis redécouvertes au XXIe siècle. Aujourd'hui, l'un de ses doigts, le majeur de sa main droite, celui qu'il pointait vers le ciel pour observer les étoiles, est exposé au musée Galiléo, à Florence dans un reliquaire de verre et de cristal, pointé vers le haut pour l'éternité, comme un symbole du geste de défi qu'il avait incarné. Après la mort de Galiléo, ses œuvres restèrent à l'index des livres interdits. Les catholiques ne pouvaient les lire sans permission spéciale. Son nom devint synonyme du conflit entre science et religion, entre raison et autorité. Les protestants, ironiquement, utilisèrent l'affaire Galiléo comme une arme polémique contre le catholicisme, preuve de l'obscurantisme romain, bien que leurs propres théologiens eussent rejeté Copernic avec la même véhémence. Mais la vérité qu'il avait défendue ne pouvait être supprimée. D'autres astronomes poursuivirent ses observations. Giovanni Domenico Cassini découvrit 4 satellites supplémentaires de Saturne. Christian Huygens résolut l'énigme des anneaux de Saturne que Galiléo n'avait pu identifier. Isaac Newton, né l'année même de la mort de Galiléo, synthétisa les découvertes de Galilée, les lois de Kepler et ses propres intuitions géniales pour formuler la loi de la gravitation universelle et les lois du mouvement qui gouvernent aussi bien la chute d'une pomme que l'orbite des planètes. La mécanique galiléenne devint la base de la physique newtonienne, qui domina la science pendant 2 siècles et demi jusqu'à l'avènement de la relativité et de la mécanique quantique. Mais même ces révolutions du XXe siècle ne rejetèrent pas Galiléo. Elles le transcendèrent,
l'inclure comme un cas particulier d'une réalité plus vaste. Einstein lui-même vénérait Galiléo comme l'un des pères de la physique moderne. Quant à l'Église catholique, elle mit des siècles à reconnaître son erreur. En 1822, l'Église permit enfin la publication de livres enseignant le mouvement de la Terre. En 1835, les œuvres de Galilée et de Copernic furent retirées de l'index. Mais ce n'est qu'en 1992, 350 ans après la mort de Galiléo, que le pape Jean-Paul II reconnut officiellement que l'Église avait eu tort de condamner Galiléo, admettant que les théologiens de l'époque n'avaient pas su distinguer entre la foi et la cosmologie scientifique. Cette reconnaissance tardive ne changea rien pour Galiléo lui-même, mort depuis longtemps, mais elle symbolisait quelque chose d'important. Elle représentait la reconnaissance que la vérité scientifique et la vérité religieuse appartiennent à des domaines différents, que la science étudie comment les cieux vont et la religion comment on va aux cieux, pour reprendre la formule célèbre que Galiléo lui-même avait citée. Pourtant, le mythe de Galiléo est plus complexe et plus riche que l'image simple du martyr de la science persécutée par l'obscurantisme religieux. La réalité historique est plus nuancée. Galiléo n'était pas un athée combattant la religion. Il était un catholique sincère qui croyait que Dieu avait écrit 2 livres, la Bible et le livre de la nature, et qu'ils ne pouvaient se contredire. Il ne demandait pas à l'Église d'abandonner la foi, mais simplement de réviser son interprétation d'un petit nombre de passages bibliques à la lumière des nouvelles découvertes. De l'autre côté, l'Église de son époque n'était pas simplement une institution obscurantiste refusant aveuglément toute nouveauté. De nombreux prêtres et cardinaux étaient des hommes cultivés. Certains étaient eux-mêmes des astronomes compétents. Le cardinal Bellarmino, son principal opposant, était un intellectuel brillant. Le problème n'était pas un rejet de la science en soi, mais une question d'autorité et de timing. Dans le contexte de la contre-réforme, l'Église ne pouvait se permettre de paraître céder aux pressions extérieures sur l'interprétation des Écritures. Galiléo lui-même n'était pas un héros sans tache. Il était arrogant, souvent méprisant envers ses adversaires, politiquement maladroit. Il avait un talent pour se faire des ennemis, même parmi ceux qui auraient pu être ses alliés. Son insistance à ridiculiser publiquement les aristotéliciens, son refus de reconnaître la validité de certaines objections méthodologiques, sa conviction que ces observations télescopiques constituaient une preuve absolue du système copernicien, alors qu'elles n'étaient en réalité que fortement suggestives, tout cela contribua à son destin. Et pourtant, malgré toutes ces nuances, le cœur du mythe reste vrai. Un homme a osé regarder le ciel avec des yeux nouveaux. Il a vu ce que personne n'avait vu. Il a compris ce que peu pouvaient comprendre. Et quand on lui a ordonné de nier ce qu'il savait être vrai, il a résisté aussi longtemps qu'il a pu. Puis il a cédé sous la pression, mais son œuvre a survécu. La vérité qu'il avait révélée ne pouvait être éteinte. Pourquoi racontons-nous encore l'histoire de Galiléo aujourd'hui, près de 400 ans après sa mort? Parce qu'elle touche quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, le conflit entre ce que nous savons et ce que nous sommes autorisés à dire, entre l'évidence de nos sens et les doctrines établies, entre l'individu et l'institution. Chaque génération redécouvre Galiléo parce que chaque génération fait face à ses propres versions de ce conflit. Pour les Lumières du XVIIIe siècle, Galiléo était le symbole de la raison triomphant de la superstition. Pour les révolutionnaires du XIXe siècle, il était le héros de la liberté de penser contre l'oppression. Pour les scientifiques du XXe siècle, il était le père de la méthode expérimentale. Pour notre époque, peut-être est-il le rappel que la vérité factuelle existe indépendamment de nos préférences, de nos idéologies, de nos autorités. Galiléo nous enseigne que la nature ne négocie pas. Elle n'est pas démocratique. Elle ne se soucie pas de nos opinions, de nos traditions, de nos textes sacrés. Elle est ce qu'elle est. Et la seule façon de la comprendre est d'observer, de mesurer, de calculer,
de tester encore et encore, avec humilité et rigueur. Cette leçon reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans cette nuit d'automne 1609, quand un homme pointa pour la première fois une lunette vers la Lune. Mais Galiléo nous enseigne aussi quelque chose sur le coût de la vérité. La quête de la connaissance n'est pas un chemin facile. Elle exige du courage, de la persévérance et parfois un sacrifice énorme. Galiléo a payé ce prix. Il a perdu sa liberté, sa réputation auprès de certains, le soutien de l'institution qu'il chérissait. Il a vécu ces dernières années en prisonnier aveugle. Et pourtant, à travers son sacrifice, il a ouvert la voie. Ceux qui sont venus après lui ont pu marcher plus librement parce qu'il avait déjà tracé le chemin. L'histoire de Galiléo nous rappelle également que la science n'est pas une collection de faits figés, mais un processus. Une conversation continue entre théorie et observation, entre imagination et vérification. Galiléo n'avait pas toutes les réponses. Il se trompait sur les marées. Il n'avait pas de théorie satisfaisante de l'inertie. Il ne comprenait pas la gravitation. Mais il a posé les bonnes questions et il a développé les méthodes pour y répondre. C'est peut-être son plus grand legs, pas ses découvertes spécifiques, mais sa manière de découvrir. Enfin, l'histoire de Galiléo nous interroge sur nos propres certitudes. Que croyons-nous aujourd'hui qui sera réfuté demain ? Quelles évidences refusons-nous de voir parce qu'elles ne correspondent pas à nos présupposés ? Quel Galiléo de notre époque essayons-nous de faire taire parce que leur message nous dérange ? Ce sont des questions inconfortables, mais nécessaires. La lunette de Galiléo était un simple tube de métal avec 2 lentilles. Mais à travers ce tube, l'humanité a vu pour la première fois sa véritable place dans le cosmos. Nous n'étions pas au centre. Nous étions habitants d'une planète parmi d'autres, orbitant autour d'une étoile parmi des milliards, dans un univers dont l'immensité dépassait tout ce que nous avions imaginé. Cette révélation pouvait être humiliante ou libératrice, selon la perspective. Galiléo la considérait comme libératrice. Elle nous libérait de l'illusion. Elle nous ouvrait un univers immense à explorer, à comprendre, à s'émerveiller. 4 siècles plus tard, nous avons envoyé des télescopes dans l'espace qui voient des milliards d'années-lumière plus loin que la lunette de Galiléo. Nous avons découvert des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Nous avons détecté des planètes orbitant autour d'autres étoiles, des milliers de mondes lointains. Nous avons plongé dans l'infiniment petit, découvert les atomes, les particules subatomiques, les quarks et les neutrinos. Nous avons déchiffré le code génétique de la vie. Nous avons transformé la matière et l'énergie. Nous avons marché sur la Lune que Galiléo avait observée avec tant d'émerveillement. Mais toutes ces découvertes extraordinaires ont commencé avec un homme qui a osé regarder différemment. Un homme qui n'a pas accepté les réponses toutes faites. Un homme qui a fait confiance à ses observations plutôt qu'aux autorités. Un homme qui a payé le prix de sa curiosité mais n'a jamais regretté d'avoir cherché. Alors que vous vous endormez ce soir, pensez à Galiléo dans sa maison d'Arcetri, aveugle et prisonnier, mais toujours pensant, toujours questionnant, toujours cherchant à comprendre. Pensez à toutes les générations de chercheurs qui ont suivi ses traces, chacun ajoutant une petite pièce au grand puzzle de la compréhension humaine. Pensez au fait que l'univers que nous habitons est infiniment plus vaste, plus étrange, plus beau que tout ce que Galiléo aurait pu imaginer, et que nous ne faisons que commencer à le comprendre. L'histoire de Galiléo n'est pas terminée. Elle continue dans chaque laboratoire, dans chaque observatoire, dans chaque esprit curieux qui refuse d'accepter parce que c'est comme ça, comme réponse. Elle continue dans chaque fois que quelqu'un lève les yeux vers le ciel nocturne et se demande ce qui se cache au-delà. Elle continue en vous qui écoutez cette histoire maintenant et qui peut-être demain regarderez le monde un peu différemment. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre. La Terre tourne sur elle-même et autour du soleil. Ce fait, si banal pour nous aujourd'hui, fut révolutionnaire il y a 400 ans. Combien d'autres révélations nous attendent ? Combien d'autres vérités nous sembleront évidentes dans 400 ans qui nous paraissent impossibles aujourd'hui ?
L'histoire de Galiléo nous enseigne à rester ouverts, à rester curieux, à rester humbles face à l'immensité de ce que nous ne savons pas encore. Alors bonne nuit et que vos rêves soient remplis d'étoiles. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.